Bonjour. De nouveau entre femmes. Le cercle que vous allez écouter se découpe en 2 parties. Un tour de table sur comment a été vécu le premier cercle mixte, suivi d'une discussion suivant la thématique « Le féminisme et ma légitimité par rapport à ce mot ». Dans cet épisode, les participantes livrent des parcelles de leur parcours féministe, comment cela est venu bousculer leur vie et continue de le faire. Un important travail de montage a été réalisé afin de vous assurer une meilleure écoute. Il s'agit d'une parole à un moment donné dans un contexte donné et ne représente pas la complexité des opinions des participants et participantes. Bonne écoute. On va peut-être commencer quand même par le débrief. Comment vous êtes sentis après ou qu'est-ce que vous en avez retiré ou je sais pas quel bilan vous en faites pour la dernière séance. J'ai beaucoup aimé la dernière séance. J'ai été extrêmement surprise en positif. Et ça m'a... Ouais, j'avais noté des trucs que j'ai relus, ça m'a soulevé des questions auxquelles j'avais jamais pensé. Mais c'est vrai que je suis quand même vachement plus détendue aujourd'hui. Alors moi, je suis un peu d'accord, et c'est vrai que je m'en rends compte seulement aujourd'hui. C'est vrai que je me sentais bien pour les autres cercles et tout, mais aujourd'hui, que je suis un peu fatiguée, je me suis quand même surprise à me sentir un peu relaxée et à me dire « Oh, ça va, on va être qu'entre nous, du coup, ça va être quand même plus détente, je vais me sentir bien. » Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je préfère vraiment le cercle en non mixte, clairement. J'ai pas hâte de refaire le prochain cercle, vraiment, parce que je me sens moins libre à parler. J'ai entendu des choses que j'ai jamais entendues, que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai très peu d'occasion de poser ce genre de questions vraiment à cœur ouvert aux hommes, parce que la plupart du temps, quand même, quand ça tourne autour du féminisme, ça c'est rarement posé dans le calme, en tout cas dans mon entourage. C'était intéressant ce que certaines personnes, quand elles parlaient de leur ressenti, de l'enfance, du quotidien, c'est de l'expérience en tant qu'homme, quoi. Il y a certains témoignages aussi qui me mettaient en colère, clairement. Et là, c'était frustrant de ne pas pouvoir réagir, mais bon, c'est la règle du jeu. Il y avait que je comprenais pas parce que je comprenais vraiment pas ce que la personne voulait dire. Et il y en a d'autres que je comprenais, mais j'étais tellement pas d'accord que ça me mettait vraiment en colère. J'ai bien aimé l'énergie qu'il y avait, justement que ça rebondisse un peu dans tous les sens, parce que ça m'a fait penser à plein de trucs où moi, naturellement, plus posé, je pense que j'y aurais peut-être pas pensé. Il y a aussi des choses, je pense que, comme ce que tu disais, Rosa, un peu, c'est pas forcément que je contrôlais, mais comme on sait que ça peut choquer ou que ça peut... Peut-être qu'on le reformule. Et effectivement, moi, j'ai un truc qui m'est un peu resté, où je me suis dit, mais là, c'est de la mauvaise foi, ou c'est de la provoque, ou je sais pas. Encore une fois, c'est là que l'exercice est intéressant, c'est que je me dis, il n'y a pas à juger, en fait. La personne l'a dit parce qu'elle le pense, certainement, et point. Et ça gratte quand même. T'es contente qu'on se retrouve... là entre femmes, mais je redoute pas par contre de les revoir, ou je sais pas si c'est complémentaire, mais je trouve les deux intéressants, et je pense que c'est aussi peut-être je pense que je mets moins de cadres peut-être formels que Vincent, et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes plus à l'aise, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était une expérience très enrichissante et émotionnellement hyper active, parce qu'il y avait un énorme mélange d'émotions. Par laquelle commencer, je sais pas. Donc, il y avait de la colère sur le coup, et il y a plusieurs choses qui m'ont mise en colère. Il y a plusieurs remarques qui m'ont frappée. Il y avait celle sur les vacances entre copains, où il y en a un qui a dit en fait, si vous voulez pas faire les choses, vous les faites pas, quoi. Et d'un autre côté, c'était intéressant de l'entendre dire, parce que je pense qu'on a pas mal de gens autour de nous qui le pensent, mais qui osent pas nous le dire. Et donc, je me suis remise... Ça m'a permis de réfléchir les situations. Je me suis dit, mais peut-être que c'est ça ce qu'ils se disent, en fait. Et peut-être que quelque part, il a un tout petit peu raison, ou peut-être qu'il faudrait que juste on arrête de se mettre dans cette position-là. Et en effet, quand on se met toujours dans l'obligation de faire à manger pour 12, peut-être qu'il a raison, la révolution, elle commence à faire on fait à manger que pour les filles, et basta, quoi. Je me suis un peu dit ça. Non, mais franchement, peut-être que quelque part, là où j'ai pas réagi, parce que ça aurait été la remarque où clairement je me serais un peu emportée. Et en fait, de ne pas l'avoir pu m'emporter, je me suis dit, ça m'a permis de plus remettre en question les situations. Donc bref, c'est pour ça que c'est une vraie expérience pour moi. Après, ça m'a pas mal marqué aussi la remarque sur que je trouve un peu violente presque en tant qu'homme,
quand on suivait une fille, quand il y avait une fille dans la rue, on pouvait se sentir, parce que l'homme pouvait se sentir comme si la fille le regardait comme si ça allait être un agresseur. Moi, je regarde pas souvent les gens comme ça, et ça m'a étonnée de savoir que des mecs pouvaient penser ça, penser qu'on puisse penser ça. Et du coup, parfois, je regarde un peu dans la rue en me disant, il y en a un qui pense ça. Ça aurait été des remarques que j'aurais réagi, parce que vraiment, je me suis dit, mais je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait penser ça, quoi. Et j'ai l'impression que c'est prendre le problème à l'envers. Le problème, c'est quand même que nous, on se sente pas en sécurité, et qu'il y a des hommes qui puissent pas se sentir en sécurité aussi. Et le problème, c'est la sécurité dans la rue, quoi. J'ai l'impression que c'était retourner le problème envers les victimes. Bref, et je pense qu'on est toutes d'accord sur ce genre de choses, mais enfin, bref. Et après, il y avait plein de choses qui étaient très, très touchantes, plein de témoignages que j'ai trouvé extrêmement touchants et qui m'ont aussi... tout ça m'a permis une remise en question sur pas mal de petits points. Et surtout, j'ai été en couple souvent et assez longtemps à chaque fois. Quand on est en couple, j'ose débattre, quoi. Je rentre dedans et je pense que je rentre dans le fait que le gars n'est pas assez déconstruit pour moi. Et donc, du coup, je mets toute ma colère dedans à chaque fois que... Bref. Et donc, là, d'être un peu muselée et de ne pas pouvoir réagir, je me suis dit, mais peut-être que j'aurais dû un petit peu moins réagir et un petit peu plus écouter. Même si, au fond, mais je pense que parce que je suis trop en colère contre le système général, quoi. Je prends pas le temps de pouvoir écouter les hommes. Et en effet, je pense que ça crée une empathie qui est saine quelque part. C'est drôle parce que justement, le fait qu'on ne doit pas réagir, moi, j'ai trouvé ça vachement rassurant. Parce que du coup, personne n'attend rien de moi, ni que j'ai l'air intelligente, ni d'avoir une certaine attitude. Et en fait, ce truc-là, ça me tranquillise vachement. C'est vrai que sur le coup, c'est peut-être un peu frustrant, mais ça permet de dire des choses sans que les autres vont réagir. Et le fait de savoir que les autres ne vont pas réagir, ça permet du coup aussi d'oser dire certaines choses. Et je trouve qu'à l'inverse, ça permet aussi d'écouter. Parce que, je sais pas, dans la vie courante, quand il y a des choses qui nous mettent en colère, on va avoir une réaction. Que là, comme on n'a pas de réaction et qu'on sait qu'on n'en aura pas, on va écouter beaucoup plus de choses. J'ai un peu l'exemple j'ai un ami avec qui je me suis disputée il y a pas très longtemps. Et en fait, il a commencé à dire des choses qui me plaisaient pas du tout. Et du coup, c'est vrai que sur le coup, j'ai pas écouté. Je me suis tout de suite mise en colère. Et le fait d'avoir cette émotion-là, ça m'a complètement empêchée d'écouter. Et là, cette écoute sans émotion, du coup, qui est permis par ce cadre-là de cercle de parole, ça permet d'écouter plus de choses, des choses auxquelles on n'a pas accès dans la vie courante. Et du coup, moi, je trouve que c'est hyper sécurisant, justement, comme... Et là, ce qui était intéressant, c'est que le fait de ne pas parler et pas avoir l'obligation de parler ou quoi, du coup, on vivait nos émotions. Moi, je vivais mes émotions, en tout cas. Et j'avais l'impression d'être plus à l'écoute et de me dire « Ah oui, d'accord, ça crée ça ». Et je trouvais que, donc, en même temps, ça permettait d'être à l'écoute de l'autre et à l'écoute de soi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la notion de sécurité. Et c'est ce qui m'a plu vraiment. Dans un groupe, la plupart du temps, si je réagis pas, c'est parce que j'ai peur. Et là, pouvoir écouter ses émotions, pouvoir réfléchir, pouvoir inférer des trucs, c'est très sécurisant pour moi. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans l'ambiance, d'être dans un lieu sécure. Quand on veut réagir, le fait de se dire il faut que je dise la réaction selon moi, je ressens que, et ben tout de suite les citations de tel livre, mais tu t'as pas vu dans tel truc, dans telle situation. En fait, c'est tout coupé. Et donc, pour moi, c'est ce qui peut provoquer. En fait, on dit à l'autre clairement tu as tort et je vais te montrer que tu as tort. Et ce cadre-là, effectivement, permet de couper court complètement à ça. Et je trouve aussi que le fait d'entendre des choses qui grattent ou qui émeuvent ou qui touchent m'a ouvert aussi, moi, ce qui va sortir, en fait, peu importe dans quel sens ça peut aller, ça peut être entendu et justement, il n'y aura aucune conséquence immédiate. Ce qui m'a le plus gratouillé, d'ailleurs, je l'ai écrit et j'y réfléchis depuis, c'est l'histoire que le care peut être une forme de manipulation. Ça m'a ouvert un champ de réflexion assez large. À la fois, j'ai réfléchi et effectivement, c'est aussi une forme de pouvoir, peut-être de soft power, on va dire. Mais non, ça m'a vraiment posé question de savoir si c'était pas aussi un retournement du stigmate, comme tu disais tout à l'heure. Ça m'a aussi marqué. Je le remarque de plus en plus récemment. Entre filles, le care est très important, on va toujours se poser des questions. Et il y en a une qui récemment m'a dit, parce qu'il y a un des garçons qui allait très mal. Il me disait, mais lui, il m'a jamais demandé comment ça allait. Alors que moi, je me suis intéressée à lui pendant toutes les vacances. Ça me questionne pas mal, cette chose du care. Est-ce que nous, ça nous fait vraiment du bien ? Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que c'est préprogrammé depuis longtemps ? C'est tellement préprogrammé que moi, personnellement, quand je rencontre des gens en soirée qui me racontent un problème, ou si je peux aider, je vais essayer d'aider. Mais d'où ça vient, quoi ? Ça me questionne un peu. Et pourquoi est-ce que c'est si féminin, quoi, si sexisé, quoi. Enfin, bref. Ce genre de remarques, vraiment, c'est un peu du care aussi. C'est-à-dire que vous avez
envie de faire plaisir et de prendre soin, de s'occuper des autres. Et puis, en face, on vous dit, ne le faites pas, quoi. Moi, je trouve que c'est trop facile de dire ça. Parce qu'en fait, au final, c'est toujours nous, alors nous, en tant que femmes, je veux dire, qui nous retrouvons à faire un effort. Je pense que t'as dit, on est programmé comme ça. Enfin, ça fait partie de notre éducation, un peu les rôles sociaux qui nous a été inculqués dès la naissance. Et freiner ça chez nous, en disant t'as qu'à pas faire, en fait, parfois, c'est pas évident juste d'arrêter de le faire. C'est la même chose que quand on dit, fais pas attention à mes chaussettes qui traînent à la maison, je les ramasserai. Sauf qu'en fait, n'empêche que tu passes 3 fois par jour devant et tu les vois et en fait, y a un truc qui te gêne, quoi. Et donc, je trouve que c'est encore en nous de faire un effort. C'est de ne pas faire attention. Et je trouve qu'il n'y a jamais trop de care. Ça, c'est vraiment mon expérience personnelle, mais moi, je pense que j'étais tombée dans un excès dans la mesure où je prenais trop soin des autres et pas assez de moi. J'ai jamais eu l'impression de manipuler les autres, mais je me suis rendu compte quand même que faut aussi s'occuper de soi, faut pas s'oublier dans les autres. Et le fait que ce soit extrêmement féminin, le fait de s'oublier, je pense que ça l'est aussi. J'avais à peu près fait le tour des médicaments et de la psy. Et ma psy me disait toujours, il faut absolument que vous rencontriez des gens et tout. Et en fait, depuis janvier, c'est devenu clair dans ma tête, les gens que je veux rencontrer, c'est des gens qui partagent ces convictions-là et ce combat-là. Et il se trouve qu'en plus, ces gens-là sont des gens très ouverts. Donc, facile à... Voilà, on peut rentrer très facilement en contact avec des féministes, en particulier à la librairie de Rosa. Et moi, franchement, les cercles de parole, ça a changé ma vie. Ça m'a fait penser aussi à un autre truc. Souvent, il y a c'est souvent dit en rigolant, mais il y a le côté je veux plus jamais voir d'homme de ma vie, je vais m'enfermer, on va faire un village avec des meufs et ce sera génial. Et en fait, outre le fait de rejeter les hommes et de se dire que évidemment, s'ils font partie du problème, ils font partie de la solution. Mais je pense que moi, ces moments-là où il y a un côté où ça me fait quand même un petit peu rêver, c'est les moments où je fermerai la porte, en fait. C'est exactement là. C'est que quand t'es entre meufs, quasiment pas tout, mais beaucoup. Quoique. Non, je retire. Non, il y a plein de meufs. Je suis en train de repenser à plein de week-ends terribles. Bref, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, le quotidien, en général, quand même, se passe plus cool. Mais les vraies vacances où tu peux vraiment fermer la porte, c'est un week-end entre meufs féministes. Voilà. Du coup, moi, si j'ai le choix, je vais éviter de prendre un homme. Par exemple... pour les cours de conduite, en fait, j'ai dû prendre des cours de conduite avec un homme. J'avais pas trop le choix. J'avais vraiment cherché tout le site pour avoir une femme, et c'était pas possible. Et du coup, j'étais hyper anxieuse avant d'aller au cours de conduite. Je me disais, oh là là, ça risque d'être affreux. Si ça se trouve, je vais avoir peur. Peut-être que je vais être ultra stressée et tout ça. Finalement, c'est pas le cas. Quand je vais avoir le choix, je vais forcément me diriger vers une femme. Et si c'est pas le cas, ça va être une inquiétude que je vais avoir, quoi. Même pour un médecin ou pour en fait n'importe qui, parce que j'ai tellement peu l'habitude de côtoyer des hommes que je connais pas, que ça va être un truc qui va pas me mettre très à l'aise. Moi, j'ai grandi un peu en faisant l'autruche. Dans ma famille, on parlait pas vraiment de féminisme, même pas du tout d'ailleurs, du moins jusqu'à il y a pas si longtemps. Et en fait, j'étais quand même avec beaucoup de femmes, c'est-à-dire que quand mes parents divorçaient, on voyait très peu mon père. Du coup, on s'est retrouvés à 4, donc avec 3 filles et mon frère. Et en fait, je l'ai pas fait consciemment, mais c'est vrai que finalement, j'ai très peu d'hommes dans mon entourage. Bon, c'est dû aussi au fait de mes études qu'il y a pas d'hommes du tout, ou très très peu, et qu'ensuite je fais un métier où c'est aussi pas beaucoup de femmes. Et en fait, inconsciemment, du coup, je me rends compte que j'ai très peu de rapport avec les hommes, même quand j'ai le choix. Et en fait, dans ma famille, on a tout un peu ce réflexe, parce que ma mère, par exemple, ne fréquente pas vraiment d'hommes, même pas du tout. Ma sœur, elle déteste les hommes, donc c'est aussi, il y a très peu d'hommes dont elle parle et qu'elle fréquente. Et en fait, au milieu de tout ça, il y a mon frère, du coup, qui est un homme, du coup, et qui, je sais pas comment il fait pour se sentir bien dans cette histoire, mais en tout cas, il est là. Et en fait, pour moi, ce qui était un peu intimidant et complexant, c'est qu'en fait, j'ai surtout
la référence de ma petite sœur qui du coup se dit féministe et l'est, mais parce que elle, c'est quelqu'un qui est ultra cultivé aussi, qui a des études, étudie à Sciences Po, donc en fait c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui se renseigne beaucoup sur tout un tas de choses au niveau politique et à plein d'autres niveaux. Et en fait, elle, du coup, elle aborde le féminisme d'une façon vachement théorique en fait, avec plein d'écrits et de choses que moi j'ai pas lu en fait. Et du coup, pour moi, c'était un peu intimidant parce que j'avais l'impression qu'il fallait énormément de temps, énormément que c'était vraiment beaucoup de connaissances. Et petit à petit, du coup, j'ai commencé à lire un peu des choses qui me passaient, à écouter un peu des podcasts, tout ça. Et en fait, j'avais vraiment cette sensation de puits sans fond où je me demandais quand est-ce que c'était la fin. Parce que chaque fois, j'apprenais un nouveau truc horrible. Et en fait, ça a continué comme ça tout le temps. Et pour moi, c'était quand même vachement angoissant. Enfin, je sais pas, j'ai pas eu une sensation où c'était franchement rassurant, en tout cas. Alors moi aussi, il y a eu un avant et un après dans ma vie. C'est beaucoup plus récent, ça date du mois de janvier. Il n'est jamais trop tard. Non, en fait, je pense que malgré tout, je ne sais pas si on peut dire que je suis née dedans, mais moi, mon père est décédé j'avais 16 ans. J'avais 2 sœurs, une maman, des tantes. Enfin, on était dans un système extrêmement matriarcal, on va dire, et avec beaucoup de références féminines. À tel point que quand j'ai su que j'étais enceinte d'un garçon, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Voilà, mais c'était pas du tout théorisé, c'était pas du tout mentalisé. C'était vécu, je pense, de façon assez simple, à tel point que quand on a commencé à parler de ce podcast, les impacts du patriarcat dans ma vie, je me disais, bof, non? Enfin, c'est bien passé, quoi, globalement. Entre le fait que mon mari m'a annoncé de but en blanc qu'il m'aimait plus et le fait que ma fille, ça faisait un certain temps qu'elle se posait des questions sur son genre, depuis le lycée. Et donc, elle a 22 ans, donc ça fait quand même 7-8 ans, 6-7 ans, je sais plus. Je suis allée voir à Paris l'expo Parisienne citoyenne. Et alors là, je suis tombée de ma chaise. J'ai tout lu. Et effectivement, ça m'a ouvert un champ des possibles. Alors, intellectuellement, moi, je passe beaucoup par l'intellect, par la connaissance. Donc, j'ai découvert Madeleine Pelletier, elle m'a retourné le cerveau. Voilà, donc c'est parti de là. Et depuis, moi, je suis vraiment venue au féminisme par la question du genre, en fait. C'est pas un gros mot dans ma tête, mais je suis en pleine théorisation du truc, en fait, parce que je suis passée de quelque chose d'assez vécu spontanément à je suis en train de construire des choses dans ma tête. Et ça m'aide beaucoup à avancer, à comprendre, à progresser. C'est bien parce que, en fait, vous m'avez réinterprété la question, c'est trop bien parce que moi, je partais sur qu'est-ce que c'est le féminisme pour moi, genre un truc hyper théorique. Et en fait, le fait de partir dans l'histoire de votre féminisme, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Du coup, je vais faire mon petit témoignage. Comme tu disais, moi aussi, je suis née dans une famille où c'était plutôt plein de femmes. Je me souviens, très petite, parce que pour me le dire sans que ça me choque, je devais pas être grande, me dire un jour, c'est marrant, les hommes dans ma famille, je les aime pas. Tu vois, mon grand-père, les oncles et tout, en fait, comme on n'avait pas de connexion avec eux, jamais de discussion ni rien. Et chez moi, par contre, la première fois que j'ai entendu le mot féminisme, c'était clairement c'est bon, j'avais, je pense, 10 ans. Tu vas pas devenir comme ces folles qui détestent les hommes et qui brûlent leur soutien-gorge. De ma sœur, qui avait donc 2 ans de plus que moi. Donc, déjà, comment elle a pu avoir cette conception-là à 13 ou 14 ans, bref. Et donc, mais c'est resté encore hyper tard. Je pense qu'il y a encore, 6-7 ans. Jamais je n'aurais dit que je lisais des trucs féministes ou que j'étais féministe. Vraiment, c'était très, très loin de moi. Et j'avais cette image de négatif, quoi. Et pourtant, quand je regarde mon parcours, je me dis, mais c'est quand même fou que pas une fois ça me soit traversé, parce que, par exemple, mon sujet de mémoire en 4e année d'anglais, c'était sur Betty Friedan, Féminine mystique, qui est un des textes fondateurs du féminisme des années 70 américains, que, à l'époque, je pense que j'ai même pas... Enfin, je savais que c'était du féminisme, mais je me suis jamais dit, ça me parle trop, ça. L'année d'après, je vais aux États-Unis, j'ai le droit de suivre un cours, je choisis le Gender Studies. Non, mais c'est un truc de fou. J'avais plein de lectures à faire sur la masculinité, j'adorais ça. Et pourtant, pas une fois, je me suis dit, en revenant en France, tiens, cool, je vais chercher des livres sur le sujet. Alors que dès que je trouvais un truc qui en parlait, ça me passionnait. Donc je me dis, vraiment, le cerveau est d'une lenteur incroyable quand il a pas envie, quoi, c'est fou. Et moi, je suis entrée dans ma phase où je l'admets et je le reconnais et je l'embrasse avec les couilles sur la table. Donc, après MeToo, je pense. Et c'est là où vraiment, quand elle parlait d'un livre,
j'allais chercher quand il y avait des ressources, etc. Et où je me suis rendu compte que en fait, ça affectait tous les pans de ma vie et qu'il y avait tout ce que je trouvais pas normal depuis que j'ai 10 ans, et ben, on y peut quelque chose. C'est pas comme ça. Pour moi, le féminisme, je pense que c'est un peu comme une grande porte d'un grand château, vraiment immense. Et une fois qu'on l'ouvre, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais on ouvre et après, il y a plein d'autres portes. Et en fait, on ne se rend même pas compte. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on ouvre une porte, il y en a encore qui se multiplient. J'ai l'impression d'être dans ce labyrinthe-là. Et c'est tellement une réflexion constante aussi. Ça fait partie de la réflexion personnelle, ça fait partie de la littérature, ça fait partie de qui on voit, ça fait partie de tout, quoi. Ça rentre, on avait dit une fois, ça rentre jusque dans nos lits. Bah oui, complètement. Jusqu'au plus intime de nous, mais aussi ça rentre dans ce qu'on vit au niveau sociétal. Pour moi, ça a ouvert un monde, en fait, le féminisme. Je sais pas, je vois tout différemment, ça touche tous les domaines, tous les pans d'une vie, hein, pas de ma vie, mais d'une vie tout court. Hein. Enfin, politique, évidemment, aussi intime. Enfin, je sais pas, c'est beaucoup aussi le rapport à l'autre. Aujourd'hui, c'est aussi mon travail. Donc voilà, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, mais il y a un avant et après dans ma vie, c'est sûr. Et j'aime bien cet après. Pour parler de légitimité, c'est vrai que moi je me sens peu légitime souvent. Moi la librairie, j'adore cet endroit, mais souvent je me sens trop pas assez. Enfin je me souviens, non mais c'est dingue quand même. Mais voilà. Mais au début, je me souviens être passée devant plusieurs fois, mais me dire mais non, mais je suis pas assez féministe pour entrer. Enfin, c'est quand même dingue quoi. Et le café Rosa, je sais pas d'ailleurs s'il y a un lien, mais mais j'ai souvent voulu y aller. Il est juste à côté de chez moi et je me dis, mais je me sentirais peut-être pas assez. C'est votre narratrice au montage. Le Café Rosa est un lieu associatif, féministe et culturel à Lyon qui n'a rien à voir avec notre participante Rosa, qui, elle, est la fondatrice de la librairie féministe Librairie à Soi, dans la même ville. On sait, confondant. Voilà. On y retourne ? Mais je suis d'accord avec toi, Marion. Je trouve que tout le monde est légitime d'en parler si c'est avec la bienveillance et je trouve ça chouette d'ailleurs qu'on fait des groupes mixtes parce que comme ça on en parle tous ensemble et je pense que c'est en échangeant que je trouve que tout le monde peut l'être. Ouais, je pense aussi que les hommes peuvent dire je suis féministe. En fait, il faut peut-être redéfinir ce que c'est être féministe. Si être féministe, c'est être pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et puis de manière générale, oui, je pense que les hommes peuvent se dire ça. Mais quand même, je me méfie beaucoup des hommes qui le disent. Je pense que je suis pas à l'aise avec cette situation où un homme va me dire je suis féministe. Voilà, c'est tout de suite par défaut, je me méfie énormément. Alors que les hommes qui ne le disent pas, mais que dans tout leur comportement, en fait, tout prouve qu'ils le sont, oui. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Je commence jamais une conversation en disant comme je suis féministe, d'ailleurs, je voulais vous dire... Mais je pense que c'est valable pour nous aussi. Moi, je me proclame pas féministe. Je préfère le vivre. Hein. Et que justement... le côté féministe, ça fait peur. Le côté... on n'en parle pas. Et puis, du coup, ça évite déjà l'espèce de blocage au départ. Et je pense que c'est valable pour nous aussi. Sauf que nous, je pense qu'on le fait spontanément, en plus. Mais par rapport à ce que tu disais, il y a un peu ce truc de c'est bien d'être féministe, c'est bien vu, mais pas trop. Faut pas être trop féministe. Sinon, là, tout de suite, c'est la catastrophe. Moi, en même temps... Si on le dit pas, il va toujours cette peur va persister autour de ce mot, quoi. Il va toujours être un gros mot, alors que il faut le banaliser, quoi. C'est égalité, c'est la même chose. Hein. Enfin, pourquoi égalité on le dit, féminisme on le dit pas. Enfin, il faut vraiment se détendre, je pense, par rapport à ce mot.
Sinon, moi, je sais pas vraiment comment répondre à cette question de qui est légitime, parce que je pense que de façon tout à fait théorique, je me dirais que chaque personne qui a envie d'en parler, donc c'est quand même qui s'intéresse un minimum, sinon on lance pas ou on participe pas à ce sujet-là, du coup serait légitime, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un quand même qui a des choses à dire sur le sujet. Mais de l'autre, c'est parfois des conversations qui sont pas si évidentes, parce que ça crisse en fait parfois. Et en fait, c'est que quand de l'autre côté, les garçons peuvent avoir un ton moralisateur sur ce qu'est le féminisme, comment on doit faire les choses, et c'est pas évident en fait. Et du coup, on peut sur le coup, le truc qu'on peut rétorquer, c'est en fait, toi, tu l'es pas légitime à dire des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu ambivalent comme question, dans le sens entre la théorie et la discussion, comment elle se déroule en pratique. Le sujet qui est légitime pour en parler ou en être acteur, je pense que clairement l'angle c'est un peu est-ce que les hommes peuvent être acteurs ou féministes. Moi justement je viens de lire un livre écrit par un homme qui était fort brillant, qui s'appelle Comment devenir moins con en 10 étapes, et c'est sur le féminisme. Donc pour moi si c'est bien fait en fait tout le monde peut en parler. Alors c'est l'heure de s'arrêter, je vous propose qu'on passe à la météo. Moi, j'ai beaucoup aimé cette séance. Je pensais pas parler. Je t'en ai parlé au début. Je sais pas, je me sentais pas prête beaucoup à parler. Mais finalement, j'étais très à l'aise et ouais, ça m'a fait du bien vraiment de cette séance. Je me sens moins mal. Donc ça, c'est le pouvoir de la sororité. Voilà, merci beaucoup. Non, là, du coup. Je suis aussi bien que quand je suis arrivée. parce que tu vas mieux. Ouais, comme à chaque fin de séance, il y a plein de choses dans ma tête. Il faut pas évident, faut tout emmagasiner. Il y a plein d'infos, plein d'idées, plein de choses qui circulent. Donc je me sens bien, je me sens même mieux que la séance d'avant. C'est vrai qu'ici c'est quand même super intuitif, c'est réconfortant, c'est facile. Les témoignages des autres filles, des choses que je comprends et qui sont facilement imaginables pour moi. Mais par contre, les autres cercles qui sont peut-être moins confortables, en tout cas un peu plus difficiles à vivre, sont plus intrigants, on va dire. Et c'est des choses que j'ai pas l'habitude d'entendre. C'est des témoignages qui sont absolument totalement étrangers. Donc du coup, il y a ces deux pendants-là, les deux intéressants et vraiment différents à vivre. Moi, je suis un peu rassurée parce que j'avais très peur du thème. J'avais peur que ce soit très théorique et que ce soit très... Oui, les hommes, vous avez le droit d'être là, ou un truc comme ça, ou que ce soit fait en 10 minutes. Donc, je trouve ça... Enfin, j'ai beaucoup aimé la couleur de nos échanges ce soir. Et comme d'hab, je suis pleine d'énergie et dans 10 minutes, j'aurai envie de dormir, je pense. Moi, j'ai un peu peur d'avoir loupé plein de trucs. Une petite anxiété, là, comme ça, qui reste. Et voilà, ça m'a beaucoup surpris avec un groupe avec les hommes. J'étais toute tendue au début, je me disais, je vais avoir du mal, je pense, à m'ouvrir, à partager. Puis en fait, je me suis énormément surprise à dire plein de choses. Et je me suis rendu compte, en fait, il y a vraiment une force du groupe, en fait, qui se crée, de l'échange de nos vulnérabilités. Ça te donne envie de se livrer, quoi. C'est un peu, si vous plongez, je plonge, quoi. On y va tous d'un coup. Merci d'avoir écouté. Nous espérons que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille reste la façon la plus efficace de diffuser ces témoignages. La prochaine fois que nos participantes se retrouveront, ce sera en mixité sur le même sujet. À bientôt.